Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est une nouvelle journée qui commence sur la plus belle des radios et nous sommes heureux, mesdames et messieurs, d'en passer les premières heures avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Nous sommes le lundi 8 février 2021. Il y a un an environ, émergeait avec la candidature d'Agriome Kodjo, ce qui allait devenir plus tard la dynamique Monseigneur Podro, avec cette phrase devenue célèbre, je cite, « Si à 6 heures vous vous levez et à 7 heures vous votez, je vous ramène la victoire à midi ». Alors, un an après la présidentielle du 22 février dernier, que reste-t-il à la dynamique Monseigneur Podro? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Gérard Adja, il est le premier vice-président du MPDD. Bonjour, monsieur Adja. Bonjour, monsieur Fanou. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Près d'un an après la présidentielle du 22 février dernier, que reste-t-il à la DMK? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle année. Alors Gérard Adja, aujourd'hui, il faut dire que nous sommes à quelques semaines du premier anniversaire de la présidentielle du 22 février dernier. En tant qu'acteur politique ayant participé à cette élection d'une manière ou d'une autre, comment vous sentez-vous au regard des résultats obtenus? Je vous dis tout d'abord merci pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer en ce moment, et je dis bonjour à tous les auditrices et à tous les auditeurs pour leur écoute. Nous sommes bientôt à un an de l'anniversaire du 22 février 2020, une date mémorable pour nous à la dynamique, mais je crois également que c'est une date inoubliable pour tout le peuple togolais parce que à cette date, il y a eu ce que nous appelons la révolution électorale du 22 février 2020. Personne ne peut l'oublier. Révolution électorale ou révolution électorale manquée? Bon, manquée, est-ce que c'est manqué? Peut-être c'est plombé pour le moment. Mais nous ne pouvons pas utiliser le terme manqué. C'est vrai que l'objectif poursuivi n'est pas encore atteint, mais nous considérons que le grain est semé, il y a du travail autour, de ce qui a été semé, et nous pensons que pour l'heure, les Togolais ont fait leur part, la dynamique essaie de faire également sa part, et il reste à ce que l'ensemble, c'est-à-dire et la dynamique et le peuple togolais, se fusionnent pour essayer de rendre cette révolution-là concrète, c'est-à-dire pour atteindre ces objectifs qui est l'alternance qui a été décrétée ce jour. Alors, nous considérons que le bilan jusque-là, nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint l'objectif, mais nous n'avons pas encore raté ce que nous cherchons. Nous continuons par travailler. Alors, cela passera toujours par les revendications liées à la dernière présidentielle où vous vous fixez de nouvelles échéances? Pour l'instant, nous sommes dans la logique de la récupération de la victoire du peuple. Vous y croyez encore? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous considérons que ce qui a été volé, ce qui a été confisqué doit être remise à qui de droit. Nous pensons que pour l'instant, dans la conscience de tous les Togolais, la DMK a gagné l'élection du 22 février 2020. Celui qui a été proclamé, c'est lui-même. Et tous les Togolais savent aussi que celui qui a gagné, ce n'est pas celui qui a été proclamé. Alors, et donc, pour l'heure, il y a ce qu'on appelle chez nous patapa, c'est-à-dire prendre la chose par la force, mais nous continuons par négocier. Tout d'abord... vous continuez pas à négocier, c'est-à-dire... négocier, c'est peut-être trop dire, nous continuons pas à espérer que
celui qui a pris la chose par la force, lui-même va se rendre compte que c'est mauvais, ce qui est en train de se faire, surtout que ça ne va pas dans l'intérêt du peuple togolais et que nous finirons par nous entendre. Il y a quand même plusieurs expériences qui prouvent que cette façon d'espérer pourrait ne pas produire les résultats escomptés. Vous savez, je ne sais pas s'il y a déjà eu une élection au Togo qui ait eu autant de résistance jusqu'à maintenant. 2010 par exemple avec Jean-Pierre Fabre, c'était pas... Bon, c'est sous une autre forme. Mais la forme que nous avons adoptée nous autres, je pense que ça gêne beaucoup plus. Ça gêne beaucoup plus et nous pensons intensifier cette résistance-là. Ce n'est pas pour rendre le pays ingouvernable, non, parce que ça, il ne sert à rien que les Togolais ne puissent pas bien vivre. C'est plutôt le contraire que nous recherchons. Mais nous essayons de faire comprendre que on ne peut pas continuer ce cercle vicieux. C'est-à-dire, à chaque fois, on va aux élections et que c'est une seule personne qui gagne, ou bien qui dit gagner, et on ne peut pas continuer ça. Les élections doivent commencer par avoir un sens, au Togo aussi. Et c'est le combat que vous comptez mener. Alors, la semaine dernière, vous avez organisé une conférence de presse à l'occasion de laquelle vous avez lancé un appel aux acteurs politiques. Oui, parce que il y a certains acteurs politiques et aussi certains journalistes qui pensent qu'il faut classer la crise électorale née du 22 février 2020. C'est-à-dire tourner la page. Tourner la page, le classer dans le perte et profit. Nous disons non, on ne peut pas passer en perte et profit ce qui est réel, qui est une réalité. Dans la conscience de tous les Togolais, nous savons que celui qui a gagné l'élection présidentielle du 20 février 2020, ce n'est pas celui qu'on a proclamé. Et donc, il y a un problème, parce que suite à cette élection, il y a eu beaucoup d'actes violents qui ont été posés, justement, vis-à-vis de celui qui estime avoir gagné, ou bien celui que nous pensons que c'est lui qui a gagné. Et on a posé beaucoup d'actes de violence vis-à-vis de ce groupe de personnages politiques. Je veux parler de la DMK. Ce qui s'est passé le 22 février 2020 au soir, dès que les résultats ont commencé par tomber, à un certain moment donné, le domicile du président Kouroumé a été encerclé. On a coupé tout cette télé afin de ne peut plus communiquer avec lui. Et les scènes de violence ont commencé ce jour, jusqu'à ce qu'il soit obligé, pour préserver sa vie, de s'éclipser pour se mettre à l'abri. Et jusqu'à aujourd'hui, ce problème continue. On n'a jamais vu ça au Togo. Il y a eu des arrestations, il y a eu des détentions, et il y a eu des actes de justice qui interdisent aux politiques de ne pas faire de la politique. Vous voyez un peu, on n'a jamais vu ça dans aucun pays, et même pas au Togo, depuis que les élections pluralistes ont commencé en 1993 dans notre pays, on n'a jamais vu ça. Et donc je crois qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe, mais malheureusement, l'allure que prennent les choses n'arrange pas le Togo. L'allure que prennent les choses n'arrange pas les Togolais. L'allure actuelle de la vie de certains, c'est du pragmatisme. Le président proclamé par la Cour constitutionnelle gouverne, met sa politique en œuvre, et vous restez dans la contestation. Non, si nous continuons comme ça, nous ne rendons pas service à notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à accepter la contre-vérité, même venant des institutions, comme la CENI ou la Cour constitutionnelle. On ne peut pas. Parce que dans un pays, il faut que les institutions jouent véritablement leur rôle. Et c'est pour ça qu'elles sont érigées, pour qu'il y ait de la justice, que les choses soient bien faites dans le pays. Alors les institutions ne doivent pas continuer par aller dans le contresens de ce qui doit se faire. Et donc nous disons que nous devons travailler pour briser ça. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, pour qu'en fin de compte, nous arrivions à faire comprendre aux uns et aux autres que ce n'est pas dans l'intérêt général que vous faites ce que vous êtes en train de faire, et qu'il faut revenir et que les choses soient refaites autrement. Donc, nous avons interpellé les partis politiques de ne pas considérer que la crise électorale peut être passée comme ça en perte de profit. Non. Mais il faut qu'ils reviennent. Le président a raison. Il faut qu'ils se disent que
aux premières heures de cette élection du 22 février 2020, eux tous avaient reconnu une large avance du candidat de la DMK. Eux tous les candidats. Aujourd'hui, peuvent reconnaître qu'ils ont déclaré que c'est M. Kodjo Agbeome qui était en avance. Et comment ça s'est fait qu'à un moment donné... Ils peuvent se dire qu'on peut bien être en avance puis perdre par la suite. La preuve, vous avez suivi le changement des discours. Non, vous savez, nous sommes en politique, nous savons à peu près ce qui s'est passé, mais il ne faudrait pas aussi que ça aille comme ça. Alors nous voudrions dire que les Togolais ne veulent plus ça. Il faut que les intérêts, qu'on appelle les élections, commencent par avoir du sens aussi dans notre pays. Et nous devons nous battre pour ça et nous nous battons pour ça. Alors, est-ce que leur présence, la présence des autres acteurs politiques, majoritairement à la CENAP, la concertation nationale entre acteurs politiques, ne constitue pas un isolement supplémentaire pour vous à la DMK, vous qui n'y êtes pas? Nous ne nous sentons pas isolés, parce que nous sommes au cœur des Togolais, et les Togolais sont dans notre cœur. Donc, qu'est-ce qui le démontre? Vous savez, bon, vous êtes aussi observateur de la vie politique dans notre pays. Vous écoutez les gens, vous écoutez les populations. Les populations sont fatiguées de cette politique que nous faisons. Et puis également, ce n'est pas du nouveau que celle-là se passe. C'est-à-dire, on va à une élection, on confisque le résultat. On fait de la violence sur les vrais gagnants et puis après on revient à la table de négociation. Bon, et nous tous, nous connaissons ce cycle. Donc, il ne faudrait pas que les gens se prêtent à ce jeu. Nous voudrions tout simplement faire comprendre à tous les partenaires en politique qu'il faudrait qu'il y ait du bon sens, il faudrait qu'il y ait de la cohérence, il faudrait qu'il y ait de la vérité et puis de la sincérité dans les actes que nous posons. Et donc, cette voie-là n'est pas la bonne. Alors, il faudrait que nous réglions le problème qui est là. C'est dans l'intérêt de nous tous, parce que si vous estimez qu'aujourd'hui c'est elle qui est concernée et que on peut le noyer, mais demain ce sera votre cas. Et personne, on ne sait jamais si nous nous mettons pas ensemble pour arrêter ça. Et donc, nous souhaitons que tout le monde revienne à la raison et que nous disons, s'il doit y avoir une quelconque discussion politique, d'accord, nous ne sommes pas contre des discussions politiques. À quelles conditions pourriez-vous y participer? Nous ne disions même pas que ce sont des conditions. Nous disons tout simplement que ce sont des urgences, des questions urgentes qu'il faut régler. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans une crise électorale béante, au vu aussi de tout le monde, et puis aller s'asseoir pour discuter d'autres choses. Et pour vous, les questions urgentes, c'est... Les questions urgentes, pour nous, l'élection du 22 février 2020 n'est pas encore clôturée. Il faut qu'on solde. C'est-à-dire que nous devons savoir qui a gagné et qui n'a pas gagné. Nous devons savoir ça. Et puis ensuite, bon, maintenant, comment négocier le passage du pouvoir. Et ensuite, l'autre chose que nous réclamons, ou bien pour lesquelles nous disons qu'il s'agit de questions urgentes, il y a des personnes, des personnages politiques de premier plan qui sont actuellement en exil, notamment le docteur Agbeome Kodjo. Il faut qu'il revienne lui-même pour participer à cette concertation, à cette discussion. Et clairement, on reparlera bien entendu d'Agbeome Kodjo, mais et puis nous disons également que on ne peut pas mettre sous nos têtes l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que les accusations qui n'en sont pas une, et puis des condamnations, ou bien comment appelle-t-on, des trucs de justice sur nos têtes, et puis dire venez vous asseoir pour qu'on discute. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Mais clairement, il faudrait qu'on règle tout ça. Juste pour que les auditeurs comprennent, vous voudriez que aujourd'hui on reconnaisse Agbeome Kodjo comme vainqueur de la présidentielle, qu'il prête serment, qu'il gouverne, et ensuite la concertation se fera ou quoi? Non, c'est ce qui est juste. Reconnaître Agbeome comme le vrai vainqueur. Est-ce que vous espérez juste réellement? Il faut qu'on reconnaisse ça. Mais est-ce que vous l'espérez? Est-ce que vous y croyez concrètement aujourd'hui? Dans notre conscience, nous savons que c'est lui qui a gagné. Et dans la conscience de beaucoup de Togolais, y compris vous-même, y compris
ceux qui ont fait ce coup d'État électoral, ils savent très bien que celui qui a gagné. Moi, malheureusement, je ne peux pas vous donner mon avis, mais est-ce que dans la pratique, vous espérez réellement que ce scénario se produise? Vos militants aimeraient savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent attendre. Est-ce qu'ils peuvent encore croire en une présidence d'Agbeo Mekodjo juste sur la base de la dernière présidentielle? Pourquoi pas? Nous considérons que c'est un sujet délicat, mais qu'il faut s'asseoir pour en parler. Alors, c'est un sujet délicat. Il faut que nous asseyions pour en parler, mais on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main pour dire que non, c'est terminé. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. On voudrait que nous en parlions. Seriez-vous dans une logique de partage du pouvoir? C'est discutable, mais il faudrait qu'on s'assoie pour en parler. Bien, il y a quelques jours, un député français est venu en appui à votre logique, on va dire. Il a parlé de coup d'État électoral. Comment interprétez-vous cette sortie? Non, c'est ce qui s'est justement passé. C'est par hypocrisie que jusqu'à présent, beaucoup de gens ne se lèvent pas pour dire cette vérité. Et donc, ce député français, qui est un officier, parce que ça, c'est une prise de position quand même assez officielle, parce que émanant d'un député français, je crois que c'est très important pour nous autres. Et donc, nous considérons que cette voix qui s'est levée doit être entendue. Et nous souhaiterions que aussi bien le Parlement français que le Parlement européen puissent se prononcer rapidement, parce que c'est une question qu'il a posée au gouvernement français. Et nous estimons qu'une réponse appropriée sera donnée à cette question-là, et que si il faut discuter de comment les choses doivent se faire dorénavant dans notre pays pour qu'il y ait la paix, la tranquillité, pour que tous les Togolais puissent faire preuve de leur génie pour que nous construisions ensemble ce pays, bon, qu'on en discute. Et on trouvera certainement une porte de sortie pour cette crise-là. Mais vouloir la passer en perte et profit, nous disons non. Alors, à Agbeo Mekodjo, comment se porte-t-il? Ça fait un moment qu'il n'a plus donné de ses nouvelles. Agbeo Mekodjo va merveilleusement bien, en dépit de tout ce qu'il vit comme difficulté, mais il a la grâce de Dieu, puisque nous considérons que cette épreuve, c'est une épreuve très dure, mais avec l'amour de Dieu, on arrive toujours à traverser même les plus dures épreuves. Et il continue par espérer que ce qui lui est dû lui sera restitué. Et est-ce que vos militants ont une idée de là où il se trouve? La dernière fois, il avait évoqué un champ de maïs. Moi-même, j'en ai aucune idée, mais du moment où il continue par prendre contact avec ses parents, ses proches, et je crois que il est en lieu sûr. Vous pensez qu'il est toujours menacé? Oui, bien sûr, nous connaissons le pouvoir avec qui nous avons affaire. Vous savez, dans le monde de la politique, bon, tout est possible. Et à tout endroit et à tout moment, vous êtes exposé au risque. Et donc, nous ne pouvons pas considérer que sa vie est en sécurité aujourd'hui, mais nous travaillons pour que cela advienne et que lui aussi se sente libre de ses mouvements et de ses paroles et qu'il puisse continuer son travail qu'il a toujours fait avec une certaine intelligence, une certaine hauteur en tant qu'homme d'État pour que ce pays puisse avancer. Avant de donner la parole aux auditeurs, aujourd'hui, que reste-t-il à la DMK? Avant, on pouvait en juger sur la base des manifestations qu'organisaient des partis d'opposition. Aujourd'hui, que vous reste-t-il? Vous savez, malgré la confiscation de toutes les libertés aujourd'hui, puisque vous devez le constater vous-même, même les syndicalistes ne peuvent plus exercer librement leurs activités syndicales. Les journalistes vous-même, vous êtes menacés dans vos prises de parole, dans vos analyses, et dans vos investigations, vous êtes menacés, nous le vivons tous les jours. Tous les corps, tous les corps de métier, personne n'a plus la liberté de faire convenablement ses activités en tant qu'action publique. Et donc, ces libertés sont en train d'être confisquées petit à petit et nous risquons tous si rien n'est fait. Et à cause de Covid, on a restreint de manière très drastique les libertés publiques et puis les libertés de regroupement, etc. Mais nous considérons que
notre façon de fonctionner continue pas à gêner plus que les manifestations publiques. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener le résultat définitif? Bon, nous sommes en train d'y penser parce que nous considérons qu'au finish, c'est ça qui intéresse les Togolais, arriver à connaître l'alternance et puis travailler main dans la main pour faire avancer notre pays, que des écoles soient bien équipées avec des enseignants bien formés et que nos centres de santé soient construits, soient bien équipés avec des corps de santé bien formés et que des équipements soient à la disposition de ces travailleurs-là et que tous les secteurs d'activité économique puissent reprendre parce qu'aujourd'hui, les Togolais traînent dans la rue, la jeunesse traîne dans la rue et ce n'est pas une bonne chose. Nous voudrions travailler pour qu'on essaie de briser cette misère-là qui est en train de gangréner tout le peuple togolais. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, c'est par ces deux numéros que vous pouvez nous joindre dans quelques instants et nous dire à votre avis, près d'un an après la présidentielle du 22 février, ce qui reste à la DMK. Nous vous rappelons que nous sommes avec Gérard Adja, premier vice-président du MPDD. À tout de suite. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis. Vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin. Fidèle, prompte, dévouée, elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur et sa douceur. Entraînez-vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. C'est ça de cette plus, toutes nos valeurs, dans un nouvel emballage, pour désaltérer sans altérer votre santé. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, près d'un an après la présidentielle du 22 février, que reste-t-il à la DMK? Premier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô. Bonjour Monsieur Pelé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, on vous écoute de Doula Samir. Ouais, monsieur Gérard, bonjour. Bonjour Monsieur Pelé. Du courage. Merci. Je pense que tout à l'heure, on dit que M. Agbon a dit à 6 heures, il faut que le Togolais se lève, à 7 heures, pour rendre à le voter, et à midi, la victoire devait acquise. C'est ça, non? Je pense que il faut prolonger un peu qu'à 16 heures, on a fait la clôture, et à 17 heures, on est parti encercler M. Agbon Lekojo. Bon, mais pourquoi là, c'est qu'on nous a dit qu'on est en train de le sécuriser. Donc, est-ce qu'il faut sécuriser? Qui est le Togolais le plus sécurisé? Je pense que c'est le président de la République. On ne sait pas si, à 17h là, M. Agbon est devenu président de la République et que les forces de l'ordre sont parties de sécuriser. On ne sait pas ça. Je ne sais pas si M. Gérard peut nous éclaircir un peu. Bien, ça nous fait une bonne touche d'ironie. Maintenant, un an après, qu'est-ce qui reste à la DMK, M. Pelé? Voilà, ce qui reste à la DMK, je pense que le gouvernement ou bien le président est en train de une table pour discuter. Comme d'habitude, après les élections, on convoque des gens ou bien des partis illégitimes. Il s'agit des partis qui n'ont pas le poids pour aller discuter. Et l'ANC que vous estimez être le plus je ne parle pas d'un parti politique. Je parle de tout en général ce que le pouvoir fait. Bien. Donc soyons concrets. Vous ne répondez pas à la question, M. Pelé. Qu'est-ce qu'il leur reste un an après? Un an après, quand on convoque une réunion ou bien il raconte, il faut que M. Agbon soit sur cette table-là. Donc vous pensez qu'il devrait participer à ces discussions? Le régime a intérêt. Bien, merci M. Pelé d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM, Angelo Awate écrit qu'il est difficile de mener un combat dans lequel vous n'avez pas de soutien ni de stratégie. Monsieur Adja y répondra dans quelques instants. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur? Oui, c'est Seydou. Monsieur Seydou. Seydou, vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je viens. Bien, allez-y. Oui, la semaine passée, c'est passé, donc tout le monde travaille. Donc pour vous? Il n'y a plus de moyens encore. Pour vous, il faut tourner la page? Oui, il faut tourner la page.
Parce qu'à chaque fois, le policier font la politique, mais ça, tu nous connais, c'est pas habillé. Alors, oui, c'est d'où Il faut toujours parler en faveur aussi des corps habillés. Oui, c'est d'où monsieur a déjà dit que ce serait bien de rompre ce cycle qui consiste à faire des élections et à dire, ok, c'est passé, passons à autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Apparemment, il n'est plus là, mais on aura saisi sa position. Le 91 09 71 71, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Max? Ça va bien? Allez-y, on vous écoute d'Adido Gomé. Merci de baisser un peu le volume de la radio. Un petit instant. Allô? Bien. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Adja, bonjour. Bonjour monsieur. Pour moi, je vais faire quelques propositions. J'avais parlé la dernière fois de ce que M. Victor Alipui a dit, une transition. Le grade. Il faudrait qu'on prenne vraiment ça en compte. Et deuxièmement, au cours de ces assises, il faut négocier avec le président Faure pour qu'il promette de ne plus se présenter. Parce qu'il a déjà fait 4 mandats, il a vraiment travaillé pour le Togo. Et que la constitution actuelle lui laisse la possibilité de briguer un nouveau mandat. Non, il a fait 4 mandats. Ils sont 8 millions. Mais enfin, c'est-à-dire, vous dites qu'il faut négocier avec lui pour qu'il ne soit plus candidat. Ça veut dire que les textes lui en laissent la possibilité. Oui. Justement, alors on dit... Oui, les textes lui en laissent la possibilité. Mais humainement, il peut dire, d'accord, ça suffit, j'ai servi mon Togo pendant 20 ans. Je peux m'arrêter. Bien. Maintenant, la transition, elle doit être négociée aussi? La transition, elle est indispensable. Oui, mais parce que ça fait environ 20 ans qu'on en entend parler et personne ne la met en place, cette transition. Est-ce qu'il faut la négocier aussi? Bon, négocier, peut-être. Mais il faudrait que unis en son sein se dire le chemin que nous prenons ne mène le Togo nulle part. Bien. Nous sommes en train d'enliser le Togo. Bien, merci. Donc il peut, d'une façon courageuse, dire on fait une transition et pour la prochaine élection présidentielle, il présente un candidat. Bien. Bon, pour la DMK, pour terminer, et pour ce qui concerne la DMK, je peux dire que le MPDD en lui-même n'avait pas un grand poids. C'est pas pour minimiser le parti, mais c'est la DMK qui a donné cette force à M. Agboyino Kodjo. Et donc, le fait que beaucoup de Togolais, en si peu de temps, ont adhéré à la DMK, voudrait dire que ce que Monseigneur Kodjo a dit a touché beaucoup de Togolais. Même si il y a des partis politiques qui qualifient Monseigneur Kodjo de diable. Je pense que c'est eux-mêmes qui sont les diables. Donc pour vous, Max, je vous sais gentil. Hein. Alors, oui. Un an après, ça veut dire que à la DMK, ils n'ont plus que l'archevêque Kodjo. L'archevêque Kodjo a fait sa mission. Il peut partir tranquille et se reposer. Je ne parle pas de partir de l'autre côté. Bien. Il peut partir se reposer. Il a déjà fait sa mission. Mais il n'a pas donné à la MPDD la force qu'il faut à travers M. Agboyino Kodjo. Bien, merci. Merci Max d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Encore un auditeur en ligne, nous laissons réagir M. Adja. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous vous appelez? Didier. Didier de... Allez-y, on vous écoute. Je voulais vous demander, vous avez posé une question tout à l'heure, monsieur Adja. Bonjour, monsieur Adja, d'abord. Bonjour. Bon, vous avez dit, on vote à 7h et à 16h, nous avons le résultat. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas le résultat? Vous aviez voté pour Agboyino Kodjo? Non, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Oui, c'est vous, est-ce que... Non, le vote est secret. Bien, absolument. Je vous le concède, allez-y. Ok. Bon, et puis, ce qui m'étonne là, je pense que la DMK ou bien M. Agboyino, c'est un homme très naïf, non?
Le pouvoir vous appelle encore de venir négocier, de venir à une table de négociation, vous refusez. Et tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, 25 ans, ils savent bien qu'on vous appelle, vous n'allez pas venir, ils le font. Et après, ils crient surtout les toits aux diplomates en Europe parce qu'ils maîtrisent tout, les journalistes, tout qu'ils ont appelé vous, c'est vous qui ne voulez pas négocier. Mais pourquoi vous n'allez pas aller exposer ce que vous avez à dire? Et puis vous repartez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le que vous n'êtes pas d'accord sur ça, vous appelez, vous ne voulez pas aller. C'est pas une naïveté aussi, ça. Bien. Ce sera tout, Didier? Oui, et puis moi, ce qui reste, vous avez posé la question qui est moi, je pense que c'est la division totale de l'opposition. Hein. Bien. C'est la division. Merci. Totale même, hein, qui complique encore la situation. Merci Didier d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Alors, Didier et Pelé, qui a été le premier à nous appeler, pensent que vous devriez rejoindre la table des discussions, vous deviez y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que nous sommes des acteurs politiques. Et ce que nous avons comme information, tous les Togolais ne l'ont pas. Et ceux qui interviennent n'ont sûrement pas toutes les informations que nous avons. Et les sphères dans lesquelles nous discutons ou bien nous faisons nos actions politiques, ils ne le maîtrisent pas. Et pourtant, l'opposition togolaise a toujours travaillé avec une certaine transparence. Vous disiez tout à vos militants. Oui, nous disons tout à nos militants, mais nous ne pouvons pas afficher aussi nos stratégies sur la place publique. Bien. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons dit que nous ne sommes pas contre une discussion politique. Donc, votre absence est une stratégie? Non, je ne dirais pas que c'est une stratégie, mais nous avons des questions urgentes à régler. On ne peut pas nous appeler à un dialogue sans parler de la crise électorale. Et nous avons fait porter nos revendications pour dire que voilà ce que vous devez inscrire. Nous avons écrit au ministre d'État, M. Boupessi, pour lui dire que nous sommes prêts à dialoguer si ces sujets-là sont inscrits à l'ordre du jour. Et si je ne me trompe pas, Brigitte Adjamagbo Johnson était encore en détention lorsque la première invitation Non. Lorsque la première invitation nous avait été envoyée, Brigitte Adjamagbo était en détention avec Gérard Dossou. Et nous avons dit que, écoutez, on ne peut pas être au SCRIC et aller discuter. Qu'il laisse nos cadres et puis après, on verra. Après la libération de Brigitte et de Gérard, bon, une deuxième invitation est venue. Nous avons dit, écoutez, nous sommes d'accord qu'il faut discuter. Mais voilà les sujets pour lesquels nous disons c'est prioritaire, nous devons discuter. Si vous le mettez à l'ordre du jour, nous serons à la table de discussion. Didier pense qu'il fallait y aller et leur dire avant de repartir. C'est lui ça, lui peut y aller. Mais vous? Nous autres non. Nous savons ce que nous faisons. Nous connaissons aussi les gens d'en face plus que lui. Et donc nous attendons que le pouvoir inscrive à l'ordre du jour des discussions la crise post-électorale, la discussion sur la crise post-électorale, et que ce que nous demandons, c'est-à-dire lever les accusations contre les cadres de la DMK, et puis le retour d'Ibroumi Kodjo, lorsque ces conditions seront satisfaites, nous serons à la table de discussion, pas de problème. Est-ce que vous ne craignez pas que le train vous laisse un peu trop derrière à partir du moment où... Le train va nous laisser pour aller où? Le train va aller où, finalement? Le train va nous laisser pour aller où? Les camarades de l'opposition qui y sont peuvent répondre à cette question. À votre avis, quelle destination prennent-ils? Moi, je ne vois aucune destination pour ce train. Parce que d'abord les régionales. Ce train a démarré plusieurs fois, mais on n'est jamais arrivé à destination. D'abord les régionales, c'est ce qui a été dit premièrement. Est-ce que vous participerez à ces régionales? Vous savez, il faut que nous réfléchissions un peu au Togo. Nous avons déjà fait une première année d'expérience de la décentralisation. Les communes ont été mises en place, les conseils municipaux ont été mis en place depuis 1 an et demi. Nous sommes dans la deuxième année d'exercice de ces conseils municipaux et nous connaissons toutes les difficultés que vivent les maires pour faire fonctionner ces conseils municipaux. Toutes les difficultés financières, organisationnelles et le manque de cadres techniques. Et puis, il y a de l'incohérence aussi dans le découpage et administratif de ces communes-là qui posent de différents problèmes un peu partout au Togo. On n'a pas fini de régler ces problèmes, surtout des problèmes financiers. On n'a pas fini de régler ça. On n'a pas encore fait le bilan. Et on dit quelque chose dans notre dialecte. Vous voyez un peu?
Et donc pour vous, nous sommes en train de faire une expérience qu'on n'a pas encore évaluée. Donc pour vous, les régionales sont précipitées? C'est précipité. Il fallait attendre combien de temps à peu près? Faisons d'abord l'expérience de la communalité. La communauté intégrale du pays, c'est une bonne chose. Mais nous faisons un bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis donnons d'abord les moyens aux communes pour qu'ils puissent fonctionner. Moi, je suis dans un conseil municipal. Je connais les difficultés des maires. C'est-à-dire que le MPDD ou la DMK ne participera pas au régional si elles sont organisées cette année? Mais nous aviserons le moment opportun. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous n'allons pas participer. Mais déjà, il faudrait que les conditions d'organisation de ces élections-là aussi, il faut qu'on les voie. Parce qu'on ne peut pas organiser une élection depuis 1993, à part l'élection législative de 1994, que l'opposition avait gagné. Toutes les autres élections, que ce soit présidentielle ou législative, jusqu'au communal tout dernièrement, c'est un seul parti qui gagne. Pourquoi un seul parti va gagner jusque-là alors que le pays ne marche pas? On insulte l'intelligence des Togolais. Mais vous n'excluez pas la possibilité ou l'éventualité d'une participation à cette élection. Les élections régionales font partie du programme de la décentralisation. Nous sommes d'accord qu'il faut y aller. Mais il faudrait que des questions urgentes soient réglées d'abord. Ce n'est pas ça l'urgence. Les questions d'élections régionales ne sont pas des questions urgentes aujourd'hui. Parce qu'il faut d'abord s'occuper de comment les communes fonctionnent. Est-ce qu'ils ont les moyens? Parce que quand on met en place les conseils régionaux, il faut leur donner également les moyens. Ce sont des moyens financiers, des moyens humains, des moyens techniques. Est-ce que nous disposons de ces moyens-là aujourd'hui pour qu'on ne les donne pas aux maires, pour qu'ils fonctionnent correctement? Alors Max Dadido Gomé pense qu'il faudrait travailler à une transition et négocier avec l'actuel président pour qu'il ne soit plus candidat en 2025. Bon, c'est une bonne réflexion et ça fait partie de ce que l'ancien ministre Ali Puy a dit tout dernièrement dans le cadre de leur ONG, le GRAD. Et nous analysons toutes ces propositions. Mais il faudrait d'abord que ceux qui sont concernés, c'est-à-dire M. Fonia Simbe, qui est actuellement le président qui est assis sur le fauteuil, et M. Agbeome, à qui le peuple a confié le pouvoir, que les deux puissent s'asseoir pour discuter. Et ce n'est qu'à partir des discussions des deux que ces idées-là peuvent être analysées et qu'on trouve un compromis. Mais quand l'un dit non, moi je vais te chasser, ou bien tu n'as pas le droit de rester sur le territoire, ou bien tu n'as pas le droit de faire ceci, comment on peut discuter? Il faudrait qu'on arrête. Et vous savez, je discutais avec un Malien la dernière fois, il m'a dit au Togo, vous faites la politique avec trop de violence et de méchanceté. Parce que chez eux, les politiciens, même des bords différents, arrivent à s'asseoir pour discuter. Mais chez vous ici, il suffit que quelqu'un ait des armes à côté de lui, il dit bon, vous n'avez pas le droit de la citer. Non, il faudrait que ça s'arrête. Nous voudrions qu'entre acteurs politiques, nous puissions discuter les yeux dans les yeux. Et aujourd'hui, les deux concernés, c'est le président Agbeome et le président Fonia Simbe. Les deux n'ont qu'à avoir le courage, ou bien l'un n'a qu'à avoir le courage de dire que bon, écoutez, je discute avec toi. Vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait des discussions entre les acteurs politiques pour que les compromis politiques soient trouvés. Donc, mais quand il y a le refus de voir l'autre, ça ne marche pas. Là, ça, c'est des discussions de couloir, parce que des discussions publiques, la CNAP est là et vous n'y allez pas. Donc, vous êtes beaucoup plus pour des discussions entre Fonia Simbe et Agbeome Kodjo. C'est les deux qui sont concernés aujourd'hui par le problème togolais. C'est les deux les plus concernés par le problème togolais. Il faudrait que les deux puissent s'asseour pour discuter. Alors, Seydou dit qu'il faut tourner la page, mais ça, vous l'avez dit. Et nous ne tournerons pas la page de l'élection présidentielle du 22 février 2020 tant qu'on n'aura pas discuté sur la victoire que le peuple a confiée à la DMK le 22 février 2020. Il faut que ça soit clair. Difficile de mener cette politique sans soutien et moyens, c'est ce que écrit Angelo Awaté sur la page Facebook de la radio. Que lui répondez-vous? Oui, c'est vrai que les moyens manquent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Parce que nous autres, nous n'abdiquons pas devant les difficultés qui s'érigent
contre nos actions ou bien toutes les entraves qu'on nous fait. Bon, les hommes sont faits pour relever les défis, donc nous considérons que ce sont des défis que nous devons relever et il faut des gens pour le faire. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, on a entendu certains vous demander les comptes de la mobilisation des fonds qui avaient été lancés par l'archevêque pour la présidentielle. Oui, celui qui a demandé combien il a cotisé, parce que il faudrait que les gens participent aux actions demandées. Et lors de cette campagne de mobilisation, sincèrement, j'ai été déçu par la collecte de ces fonds-là. Nous, les Togolais, nous faisons beaucoup la bouche, mais quand il s'agit de poser des actes, tout le monde se rétracte. C'est un peu dommage. Pour vous, les comptes ont été faits. Les comptes ont été faits. Le montant a-t-il été communiqué? Bon, je crois que ce qui a été fait tout d'abord dans un premier temps, au cours de la campagne, ça, je ne connais pas le montant, sincèrement. Pour vous, est-ce qu'il fallait communiquer sur ces montants en guise de transparence ou pas? Pourquoi pas? C'est une manière aussi de démontrer que les gens, les Togolais n'ont pas encore la culture de participer à l'action citoyenne ou bien à l'action politique. Mais là, normalement, ce sont des citoyens qui financent les campagnes. Mais là, des candidats. Ils n'ont pas les montants. Ils n'ont pas les montants. Si dans les pays où quand les militants financent, on dit oui, tel a mobilisé $3,000, l'autre a mobilisé 6 millions. Je donne juste des chiffres. Mais là, ils n'ont pas les chiffres et ils pensent. Vous savez, nous aurions pu communiquer sur des milliards. Non, pas du tout. Si on avait eu des milliards, je crois que nous n'en serions pas là. Parce que si on avait eu des milliards, on n'en serait pas là. Parce que si nous sommes dans cette situation, c'est aussi parce que quelque part, on nous a fermé tous les robinets qui peuvent nous apporter de l'argent parce que tout le monde savait que si on avait un peu plus d'argent, les résultats seraient autrement. Pour donc, notamment poster des observateurs dans les bureaux des délégués. Oui. On a manqué de moyens, mais on a pu faire quand même l'essentiel. Bien. Et la stratégie qui consiste à nommer des ministres et des ambassadeurs, en avez-vous fait le bilan? Oui, bien sûr. Nous considérons que ça porte ses fruits parce que nous disons que il n'y a jamais eu une organisation aussi efficace pour la résistance après une élection présidentielle. Et ça vous a valu des accusations, en même temps votre mot de la fin? Oui, ça nous a valu des accusations, mais nous ne sommes pas les premiers à le faire, parce que dans d'autres pays, à d'autres occasions, les gens le font, et donc nous considérons que nous sommes dans le bon droit de le faire, puisque nous considérons que cette victoire, elle est la nôtre, et maintenant, si quelqu'un se l'approprie, il faudrait que nous résistions. Nous trouvons les moyens de notre résistance. Et donc, ce sont nos moyens de faire pression pour que ce que nous avons perdu, nous puissions la récupérer. Et donc, pour mon mot de fin, c'est que les Togolais n'ont qu'à être rassurés. Nous savons que la situation est difficile aujourd'hui. La gouvernance politique du pays pose problème. La gouvernance économique, n'en parlons pas. Les citoyens sont dans une désespérance. Nous le savons. Mais nous travaillons et on a besoin du soutien de tout le peuple togolais pour arriver à une entente politique pour que le pays soit relancé. Pour tout ce qui se fait, nous considérons que c'est du rafistolage, ça ne donne pas de bons résultats. Merci. La preuve, c'est que les problèmes sont là, que nous vivons tous les jours. Merci Gérard Adja d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du MPDD, le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement. Ce débat se termine. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Stan Teko était à la mise en onde et le débat de Nana FM vous retrouve demain matin 7h15. Je m'appelle Antoine Afanou. Très bonne journée. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.